Aujourd'hui, vous savez où on va? Non. En Algérie. Au Maghreb. Oui, au Maghreb. Et je vais te laisser parler. Vous verrez avec tous les témoins, c'est un dialogue qu'on a entre nous. Et si vous posez des questions, moi je donne la priorité à vos questions. De toute manière, tout le temps. Alors, je te laisse parler. Bonjour les jeunes, merci à tous les professeurs qui sont là pour nous écouter. Donc, ouvriers, après 15 ans, mais bon, après on va aller dans la... Je m'appelle Areski Amazouz, je suis né le 3 novembre 1949 à Azazga. C'est un village qui est situé dans les montagnes de Kabylie, situé à 140 km d'Alger, sur la nationale 12. On s'enroule bien, on est à 1h, 1h30. Bon, aujourd'hui, non, on peut le faire un peu plus... Aujourd'hui, c'est plus long parce que la situation en Algérie est accordée. Il y a des barrages, il y a des choses comme ça, etc. Même s'il y a les routes qui sont meilleures, mais il y a des barrages, donc on passe beaucoup de temps pour arriver à Alger. Ça veut dire quoi les significations de tes deux noms? Alors, mon prénom Areski, comme je dis en berbère, c'est mon trésor en quelque sorte. Areski, c'est mon trésor et m'appartient. Donc c'est ma grand-mère qui m'a donné ce prénom. Et voilà. Et Amazouz, c'est toujours le dernier de la famille. Le dernier né de la famille. Une famille de 4, et ben, le 4e en kabyle, c'est Amazouz. Amazouz, c'est donc le dernier, mon chéri, voilà, tout ce que... Voilà, ça c'est... Voilà, en Tamazirt. Alors Tamazirt, ça s'écrit avec un GH à la place de R. Non, c'est pas la Mazirt, c'est Tamazirt. Oui, mais oui, toujours avec un GH. Tamazirt, GHT. Voilà. Ça c'est... Ouais. En latin, c'est Tamazirt. Ça c'est ta langue. Ça c'est ma langue maternelle. Moi j'ai béni que dans cette langue-là depuis ma naissance. J'ai pas... Monsieur, oui. vous êtes kabyle? Oui. Ah d'accord. Donc j'ai béni que dans cette langue depuis ma naissance. Tu parles pas arabe? Non, je ne parle pas arabe. Alors j'ai appris à parler quelques mots, mais c'est depuis que je suis arrivé en France. Et ça, j'ai appris à parler avec des copains marocains, tunisiens, algériens qui travaillaient avec moi sur la chaîne dans l'île Sega à Rando-Billancourt, que j'ai appris quelques mots. Mais bon, nous, on ne parlait pas du tout arabe. Pourquoi? Parce que à l'époque du colonialisme en Algérie, le français nous interdisait d'aller à l'école coranique, parce qu'il n'y avait pas d'autre école. Il n'y avait que la mosquée, une petite mosquée. D'ailleurs, à côté de la petite mosquée, il y a une grande église. Donc, c'était interdit pour les indigènes. On était du 2e collège parce qu'on n'avait pas le droit d'y aller à l'école. Et donc, on n'avait pas le droit d'apprendre ni le français ni l'arabe. Alors, les Français nous interdisaient d'apprendre l'arabe coranique. Et les Algériens nous interdisaient d'aller à l'école laïque. Donc, on était donc là vraiment au début de la guerre. Hein. Donc, là, tu parles de 54. Voilà, on parle de 1954. Mais avant, on parle donc de la guerre 14-18, de ta famille. Comment vous avez été exproprié? Comment vous avez... parce que vous n'aviez plus rien. Il faut décrire l'état, la pauvreté, et d'où est venue cette pauvreté. Alors nous, mon grand-père avait des biens, il faisait l'élevage de chevaux et du bétail. À l'époque, c'était quelqu'un qui avait de la terre, des chevaux, des chèvres et des moutons. C'est une richesse incroyable dans ces régions de Kabylie. Mais justement, à la colonisation, mon grand-père paternel, le fait qu'il s'est opposé à cette invasion de 1873 et après, donc il s'est opposé et s'est fait exproprier. Donc il s'est retrouvé jeté de sa ferme, de ses chevaux, délaissé de ses chevaux, de son bétail, etc. etc. Donc on s'est retrouvé, toujours à Azazga, mais dans un périmètre, juste on avait, oui lui il avait, parce que moi c'est après, une maison, c'est de la chaume, voilà, on va dire, en terre et de la paille pour abriter ses enfants, pour les faire... il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien du tout. Aller travailler chez les colons dans la vigne de M. Michler.
Parce qu'à Zasga, tous les champs, après la ville et avant la ville, c'est des champs de vignes. Il y avait Mathieu, il y avait Michler, il y avait Rovière, il y avait Vossel, il y en avait beaucoup d'autres hein, qui étaient des colons qui exploitaient les terrains des autochtones qui étaient expropriés. Pas seulement mon grand-père, mais tous les gens d'Azazga qui s'est opposés à la colonisation. Et c'est de là où, ensuite, mes parents sont devenus en quelque sorte des esclaves. Hein. Deuxième collège, on nous appelait des indigènes. Hein. Vous avez le droit d'aller travailler à la ferme, et puis voilà, point. Et donc, il n'y avait pas le droit à la scolarité. Ton père est né en quelle année? Alors, mon père est né en 1916. Il n'y a pas de date de naissance. Hein. Contraire à ma mère qui est née en 1918, mais il est du mois de février. Hein. Donc l'état civil aussi à l'époque, c'était pas aussi clair que ça. Voilà. Est-ce qu'il y en a de tes familles qui ont participé à la guerre 14-18? Voilà, mon grand-père, alors il y a mon grand-père qui a participé à la guerre 14-18, et c'est quand il est retourné en Algérie qu'on l'a exproprié. C'est là le paradoxe, c'est qu'il s'est battu pour ici, hein, pour libérer l'Alsace et tout bon, ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est le centenaire. Hein. Après, il retourne au pays, et c'est de là qu'on le vire de son bien, et on lui dit, tu n'as le droit à rien du tout, à part être travaillé, exploité, j'arrive. Et de ça, mon grand-père est mort d'une maladie qui s'appelait à l'époque le typhus. Vas-y. C'est les Kabyle qui ont viré votre grand-père de sa ferme? Non, j'ai parlé de la colonisation. C'est la colonisation française. Voilà. C'est les colons français qui ont viré les familles de mon village, hein, dans mon grand-père donc, et qui donnaient ça aux colons français qui partaient de France, de Corse, de Malte et ailleurs, d'Espagne d'ailleurs, parce que quand on va du côté d'Oran, on trouve beaucoup de Sanchez, de Fernandez, etc., qui ont exploité les terres. Ils ont planté des vignes et autres. Vas-y. C'est quoi comme maladie le typhus? Le typhus, comment vous l'expliquer? Alors c'est un virus à l'époque qui est aujourd'hui comme la tuberculose. Voilà, hein, c'est un peu plus violent que la tuberculose. Donc c'est rare qu'il sorte indemne de cette maladie-là. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure parce que moi-même j'étais touché. À l'époque, il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait rien du tout. Et quand on est algérien, on est indigène, on est indigène, on est deuxième classe, donc on n'avait pas accès aux soins. Donc voilà. Et mon grand-père maternel, il est mort. Puis bon, il y avait tout, hein. Il y avait la guerre, mais il y avait aussi l'expropriation, il y avait tout. Donc il a chopé cette maladie qui l'a malheureusement tué. Ton père est allé à l'école? Mon père, non, mon père n'a pas été à l'école. Mon père, il a appris à parler français avec les colons avec qui il travaillait, Michler, Rovière, Blacher, ce que je disais tout à l'heure, Mathieu, Vossel et Champetit et beaucoup d'autres. Hein. Parce qu'à Zasga, mon village, il n'y avait que des maisons coloniales. Et nous, les autochtones d'Azazga, on est éjectés à l'extérieur. Et ensuite, vous avez 4 entrées à la ville. Et qui sont surveillés. Donc si vous n'avez pas un laissez-passer, vous ne rentrez pas dans la ville pour acheter un café, un paquet de café ou un paquet de sucre, des choses. Bon, on n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque pour acheter ces choses-là, mais bon, ça arrive à des gens d'acheter des fois du thé, du café, des choses comme ça dans la ville. Les premières fois que ton père est arrivé en France, c'est à quel âge? Mon père est arrivé très jeune, mon père est arrivé très très jeune. Il est arrivé dans les Ardennes, et dans un village qui s'appelle Flies-Ardennes, à Charleville, à côté de Charleville. Mais il est arrivé parce qu'il y avait aussi la guerre qui est arrivée, la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale est arrivée, mon père et son frère ils étaient à la fois des indigènes, mais on était un département français. La contradiction, on était français, mais on n'avait pas les mêmes droits que les Français. Par contre, pour aller à la guerre, tout le monde doit y aller. Donc ils sont venus, mon père était très jeune, donc ils sont engagés avec son frère dans ce petit village qui s'appelle Flies-Ardennes. Ils ont commencé à travailler dans des mines. Il y avait beaucoup de mines à l'époque du côté de Charleville-Mézières, Sedan aujourd'hui, malheureusement, toutes ces mines, toutes les forges, on a tout viré. Hein. Bon, il reste que des souvenirs. Mais c'est là qu'ils ont commencé à travailler, c'est là qu'ils sont allés à l'armée
mobilisés pour la libération. Voilà. Ils se sont battus avec tous les autres soldats qui sont venus du Sénégal et du Maroc et d'ailleurs, hein, qui sont venus, ils se sont battus. Et voilà, ça recommence la même chose. C'est que mon cousin, moi, il s'est fait prisonnier des Allemands. Donc à la libération, ils l'ont relâché. Il a retrouvé son frère, donc mon père. Ils se sont retrouvés, donc ils ont constitué un petit pôle. À l'époque, il y avait Messali Hadj, pour les jeunes, peut-être ça ne leur parle pas beaucoup, mais c'était un leader du PPA algérien qui revendiquait... Ils sont entrés dans la résistance pour... voilà, on va rentrer dans la résistance pour la libération de l'Algérie, parce qu'il y a un engagement des autorités françaises en disant, une fois qu'on a libéré la France, on va donner l'indépendance à l'Algérie et au Sénégal. Le même jour, ici, on fêtait le 8 mai 1945, on fêtait la libération. Quand c'est la fête aux Champs-Élysées, avec De Gaulle, avec tout le monde, partout en France, c'est normal. Mais en Algérie, c'est un massacre. Parce qu'il y avait une manifestation pour revendiquer leur libération. Et là, il y avait, aujourd'hui, les historiens n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il y en a qui disent il y a 30 000, il y en a qui disent 15 000, mais bon, il y a eu plus de 25 000 entre Constantine, Kerata, Guelma et Sétif qui ont été tués le même jour. Et le même jour, à Dakar, il y a eu une manifestation des tirailleurs sénégalais qui revendiquaient leur indépendance. Ils se sont fait massacrer. Voilà. Donc, voilà le paradoxe. Et ensuite, mon père et mon tonton, hein, qui sont rentrés dans la résistance avec le PPA de Messali Hadj, ils ne sont pas trouvés tort parce que, bon, le PPA demandait plutôt, comment il s'appelle, le protectorat. Il ne demande pas l'indépendance du pays. Donc le protectorat, c'était la Tunisie, le Maroc, peut-être l'Afrique de l'Ouest, je ne sais pas trop, mais la Tunisie et le Maroc, c'était ça. Et les Algériens, ils ont dit, nous, vous nous avez promis l'indépendance une fois qu'on a libéré la France, on veut notre indépendance. Et c'est de là, ça c'est le 8 mai 1945, que la guerre d'Algérie a commencé. C'est clair et net. La guerre d'Algérie a commencé à ce moment-là. Alors, mon père travaillait toujours dans cette usine-là, et est devenu, il était dissident du PPA, parce qu'il ne trouvait pas sa voie dedans. Il rentrait dans le mouvement qui s'est créé quelques années plus tard, qui s'appelle le FLN, le Front de Libération Nationale, que lui dit on se libérera par les armes. Voilà. La France s'est libérée par les armes, et bien l'Algérie aussi se libérera par les armes. Donc à partir de là, mon père est devenu trésorier. Si je vous dis mon père, vous ne pouvez pas le distinguer d'un Allemand. Impossible de le distinguer d'un Allemand. Il est très grand, il est blanc, il a les yeux bleus, il a appris le français depuis tout petit avec les colons avec qui il travaillait, mais en plus dans l'armée, dans les conflits, il a appris le français. Il est devenu trésorier du FLN, donc dans la région des Ardennes. Il transférait l'argent. Alors, lui, il habitait dans les Ardennes. On va parler aussi de ta mère. Elle est née en 1918, il se marie en 1938. 38, ouais. Non, un peu avant. Ouais, 36, ouais. Parce que ma soeur est née, elle est née en 37. Donc une année après le mariage, ils ont eu ma grande soeur. Vous êtes combien chez vous? Nous, on est une armée. Hein. On est 9 frères et 5 sœurs. Mais à l'époque, il n'y avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui pour... bon, voilà, et malheureusement, enfin malheureusement, heureusement, ça dépend parce que plus souvent. Mais par contre, ton père est revenu pendant la guerre, 39-45? Mon père est revenu en France, il a travaillé toujours dans les Ardennes. Il faisait les allers-retours en Algérie pour... Il faisait les allers-retours en Algérie pour faire des enfants à ma mère, et ma mère, elle venait de temps en temps ici. Elle n'est pas... Mais c'est quand mon père est rentré dans la résistance qu'elle ne venait plus. Parce que... il est menacé, elle aussi elle est menacée, donc il est resté en Kabylie, et toute la famille de ma mère est passée aux armes, ça il faut le dire, hein, dans la dernière guerre d'Algérie, là. Toute la famille Abdous, c'est ma mère, ils ont laissé que des gamins, je veux dire que des bébés même, parce qu'ils sont rentrés, tous les hommes et les femmes sont rentrés dans la résistance. Et l'armée française, elle arrive, elle trouve un enfant qui s'appelle Abdous, tu passes. Mais ça, une famille décimée complètement. Et voilà, après, mon père... Avant,
décris les conditions de vie. Ta mère est là-bas, mais elle vit dans quelles conditions? Parce que c'est pas facile du tout. Décris vraiment ce que vous avez vécu, toi, enfant, et toute la famille. Étant mon grand-père avait tout perdu, et mon grand-père maternel, il avait un peu de moyens. Donc mon père avait construit une maison, comme je disais tout à l'heure, hein, de la paille et de la terre, hein, et de la chaume, hein, et puis bon, on se chauffait au bois. Et puis on n'avait pas de chaussures pour aller dehors, ou on s'habillait avec des petites djellabas que nos grand-mères tissaient avec la laine de mouton, hein. Et c'est tout, une petite djellaba jusque-là, bon, tu l'attaches avec un fil ici, pieds nus, va jouer dehors, tu es malade, tant pis, voilà, donc il y avait une misère totale. Et dans cette misère-là, c'est vrai que ma grand-mère maternelle, elle avait un peu de moyens par rapport à nous, ils lui ont pas tout pris. Et de temps en temps, ils nous aidaient comment donner de l'huile, parce qu'ils ont des oliviers, en Kabylie, partout généralement il y a des oliviers. Donner du blé, hein, la farine de blé dur, ou des pois chiches et des choses comme ça, hein, des légumes secs surtout pour survivre en hiver, mais on a survécu dans une misère totale parce que ma mère elle est obligée d'aller chercher des herbes pour faire des soupes. Faire manger les gens des herbes qu'ils connaissaient, hein, bon, dans le champ, en hiver par exemple, il y a des poireaux sauvages, des poireaux sauvages. Hein. Et avec votre famille, vous avez survécu pendant combien de temps durant la période difficile? La période difficile, ouais. On l'a vécu, moi je l'ai vécu jusqu'à l'indépendance d'Algérie. C'est-à-dire 62. En 1962. Moi, je l'ai vécu compris dans cette période-là. L'armée française nous a bombardés avec des canons 105 de diamètre, à l'époque on appelait ça, hein, dans une crête comme ça. On était à l'intérieur de cette baraque, de ce gourbi. Hein. C'est un gourbi. On était à l'intérieur, sauf qu'il peut dans la forêt, pour se cacher jusqu'au matin. Et puis, voilà, celui qui est mort est mort, celui qui survécu comme moi, comme beaucoup d'autres, hein, bon, on a survécu. Et ça, c'était des choses, en 54, 55, 56, moi j'étais gamin. Mais c'est dans ma tête, voilà, moi je suis un enfant de la guerre, donc je suis vraiment marqué par ça. Ça veut dire que vous avez perdu des membres de votre famille? Oui, quand vous arrivez au cimetière, au monument aux morts d'Azazga, vous trouverez en premier, c'est la famille de ma mère, hein, je le disais tout à l'heure. Et après, c'est la famille Amazouz et les autres familles. Dans notre village, il y avait quand même 193 jeunes morts pendant la résistance de la guerre d'Algérie. Une question? Est-ce que vous avez encore vos frères et sœurs? J'ai perdu un frère. Oui, c'est... Quand Ouais, c'est... Parce qu'il y a des... Il y a le film qui revient, c'est difficile. Je témoigne devant vous les jeunes, moi je suis un grand-père. Parle du quotidien pendant ce que tu avais le droit, où est-ce que tu avais le droit d'aller, où est-ce que tu n'avais pas le droit d'aller. Alors, parle de ton copain avec la sardine pour, ouais, pour mettre un peu d'humour. Vous savez, on va essayer de... Vous savez, moi étant jeune, j'avais, donc très petit, hein, pour me réchauffer les pieds, parce qu'on n'avait rien. On suivait les vaches. Dans la bouse de vache, on mettait nos pieds là pour se réchauffer. Parce qu'apparemment en Kabylie, il y a de la neige, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui connaissent un peu la région. Mais on mettait nos pieds dans la bouse de vache pour se réchauffer les pieds. Parce que c'était intenable, on n'avait rien. Et puis bon, voilà, j'avais, pendant la guerre d'Algérie, j'avais un ami qui, lui, il avait le droit d'y aller à l'école, je ne sais pas par quel privilège, par quel truc, mais il allait à l'école. En même temps qu'il allait à l'école, il rencontrait des gens en ville qui lui transmettaient que ce soit des chaussures, que ce soit des trucs qu'il mettait, et on mettait de l'eau, pour que ça se voit que c'est des chaussures usées. Il sortait avec ça, il donnait ça aux félagas. Nous appelions des félagas, aux terroristes. Tout ce qui était en montagne, c'est des félagas ou des terroristes.
l'armée nationale de libération, c'est la LN. Ce garçon, un jour, lui ont mis, je sais pas, 2 kilos de sardines. Dans chaque sardine, ils ont introduit une balle de mitrailleuse pour les sortir, les donner ensuite aux maquis, hein, aux gens qui se battent avec des armes pour la libération. Et donc il est arrivé un contrôle, parce qu'à Azazga c'est comme ça, il y a 4 contrôles, on ne peut pas passer autrement que par ces 4 contrôles. Il est arrivé ce garçon qui s'appelle Rezazgi Ahmed, et puis il y avait un soldat qui dit, mais toi, vous savez, on a un tissu comme ça plié en deux, à l'intérieur il y a l'ardoise, il y a la craie, il y a un crayon d'ardoise comme ça. Il lui a donné un coup de pied sur le cartable, le sac, et puis les balles commençaient à tomber. Les sardines, pardon, commençaient à tomber, puis il y avait un vieux qui suivait à ramasser des sardines. Il dit, hey, mon fils, attends, regarde ce qui t'arrive là. Donc c'est comme ça qu'il a sauvé. Ça c'est une anecdote. Et ce copain-là, quand je suis arrivé en 1971-72, chez Renault, ben, je l'ai trouvé, il était chef d'équipe à la chaîne. On se regardait comme ça. Je dis, attends, c'est lui, c'est pas lui. Et effectivement, c'était lui. Parce qu'il y avait un contremaître qui s'appelait Galiché. Il dit, Araski, tu connais pas un certain Rezazgi Ahmed il était originaire de ton village. Je dis, la famille, je connais bien, oui, bien sûr. J'ai une belle sœur qui s'appelle Rezazgi. Il me dit, bon, on est allé le voir, et ben, on a trouvé, donc, bon, voilà. Et lui, ensuite, il a grimpé dans la hiérarchie, il a fini contremaître. Hein. Le comportement des soldats français quand ils arrivent dans une maison. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour protéger? Nous, quand le comportement, moi je me souviens toujours de la Légion étrangère, hein, quand il est arrivé de Bijar, quand il y a les pouvoirs spéciaux hein, qui sont votés en 1956 à Guy Mollet, qui a envoyé ça en Algérie, la Légion étrangère. Vous savez, nous, dans les maisons, il y avait des femmes et des enfants. Parce que les hommes, ils sont en montagne ou ils sont à l'immigration, ils sont pas là. Parce que sinon, ceux qui sont morts, ils sont morts. C'est le reste, il faut partir. Sinon, eh bien, je me souviens toujours d'un voisin qui s'appelle Lawisset Akli, cette légion étrangère qui est venue ratisser tout le village d'Azazga. Ils ont trouvé un vieux, hein, il avait... à l'époque, peut-être elle avait mon âge aujourd'hui, hein, ils l'ont pris devant tout le monde. Ils nous ont tous réunis comme ça, les enfants, on avait 6-7 ans. Hein. Ils l'ont attaché à un poteau comme ça derrière. Il y avait un gars qui disait, regarde comment on fait. Il a pris une mitrailleuse, il a raflé comme ça en deux là. Comme ça, il a coupé. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, nous, on crie pour un peu sauver nos mamans, nos grands-mères, etc., etc. Et puis bon, voilà, c'est des coups de pied que les femmes prenaient partout. Des fois, il y a des viols, il y a des fois des choses. Ou celui de le voisin d'en bas, qu'on a rentré chez lui, on l'a trouvé avec sa femme, ses filles et ses belles-filles. Le vieux, on l'a mis à poil, et on a mis à poil tout le monde. Vous savez, il y a bon, comme partout, il y a... Et donc, c'est pour les humilier, pour les réduire à rien du tout. Et puis après, on leur fait n'importe quoi. Bon, voilà, il y a des scènes comme ça, mais il y a des scènes beaucoup plus violentes, hein, des femmes enceintes qu'on a éventrées pour savoir. C'est un pari. Les soldats de la Légion étrangère, ils faisaient un pari. Est-ce que c'est un garçon ou c'est une fille? Et bien, ils ouvraient les filles. C'est des fils de pute. Vous avez déjà été témoin d'un massacre? Oui, ce que je vous dis, je l'ai vécu. Ouais. Le vieux là, celui qu'on a déshabillé devant, tout ça, les bombardements, tout ça, moi, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je suis un enfant de la guerre, je les ai vécus. Je les ai vécus. Quand je suis arrivé en France, moi j'avais 22 ans. Hein. En 71, donc, janvier 71, j'avais 22 ans. Ton père était dans le maquis, en Algérie à un moment, tu le voyais? T'avais Mon père... même ta mère était dans le maquis. Oui, ma mère et mon père, on les voyait pas beaucoup. On les voyait pas beaucoup parce qu'ils sont obligés... Ma mère est obligée en tout cas de servir à les intérêts de la LN, de l'armée de libération nationale. Donc les femmes servaient de soigner les blessés, de cuisiner, de servir d'un tas de choses, hein, des informations, parce qu'ils passent souvent inaperçus.
Donc les femmes, dans cette guerre d'Algérie, elles ont joué un rôle très très important. Et vraiment très très important. Et ma mère, parce que sa famille, je vous dis, elle était décimée. Donc quand on trouve un abdous, boum, il passe à la trappe. Et quand, bon, je ne dirais pas Azazga, bon, ils ont fait plein, mais bon, le plus grand massacre des villages en Algérie qu'il y a eu, c'est Azazga. Donc ma mère, on ne la voyait pas non plus beaucoup, parce qu'on était élevé la plupart du temps par ma grand-mère maternelle, qui elle possédait un petit peu de 3 vaches, une paire de bœufs pour labourer, pour un petit peu nourrir, puisqu'il n'y a rien. Donc sa famille était décimée, c'était comme ça. Nous, vous savez, à 6 ans, il faut aller travailler au champ. Hein. Oui, pieds nus, avec une petite djellaba comme ça, je ne sais pas comment on peut l'appeler, un petit tablier, quoi, hein, de l'époque. Et tes frères, qui sont plus âgés que toi, comment ils s'en sortent? Parce que toi, tu étais plus jeune, donc tu n'as pas été touché directement, mais comment tes frères ont vécu ça? Alors mes frères, les 2 grands, d'abord, il y a le plus grand, lui, il s'est sauvé. Il est rentré dans le maquis à un moment, après il est revenu, il est venu en France. Lui, il s'est marié même en Allemagne, parce que mon père avait une période, une double vie en Allemagne, oui, pendant la période où il transitait de l'argent, etc. Donc mon grand frère, qui est dans l'Oise aujourd'hui, il est élevé par une Allemande. Donc aujourd'hui, lui, il parle allemand et français, parce que sa femme est française. Notre frère, il est venu, lui, c'est pareil, mon frère Amar, il a fait le service militaire français, parce que, étant pas harki, il faut faire la différence. On était français, donc on était obligé d'aller faire son service militaire en tant que Français. Oui, l'Algérie, c'est un département français. C'est comme ça. Donc, à un moment donné, il est resté ici, il a vécu jusqu'à sa mort, pratiquement en France. Et puis, il y avait un autre, Saïd, qui est venu rester très très peu de temps. Hein. Lui, il a travaillé avec une famille aisée en Algérie. Donc à Alger, hein, sur la capitale, il a passé entre les gouttes. Mais après, il travaillait un peu en France, il est rentré en 63, hein. Il n'est jamais revenu. Comme ma grande sœur, il n'est jamais revenu. Lounas, c'est lui qui, juste avant moi, lui tout petit, il sortait, bon, il transportait énormément de choses pour le maquis. Donc, il était des gamelles montées à monter du matériel qu'on donnait, parce que les enfants, ils passaient inaperçus par rapport à des individus, à des grands, etc., des adultes, je veux dire. Donc lui, ça va, il s'en est sorti, parce que bon, à l'indépendance, il avait 15-16 ans, il s'en est sorti pas trop mal. Et il a fini bon, dans les années 80 avec la maire de la ville d'Azazga. Bon. Et tu lui dis que c'est lui qui en a pris le plus. Oui. Raconte que lui, il a été torturé. Lui, il a été. Lui, il avait quoi, 14 ans? Il avait 14 ans quand il a été arrêté. Il était torturé. Il a été sauvé par quelqu'un qui, je le disais d'ailleurs, il s'appelait Bokaïs, qui l'a sauvé. Mais bon, à 14 ans, être torturé, bon, quand tu sors pas indemne, tu es tétanisé à vie. Mais bon, malgré tout ça, après, bon, il s'est refait quand même Si je comprends bien, vos parents ont effectué des services militaires? Mes parents, ils l'ont fait pendant la lutte de libération en France. En 39-45. Voilà, en 1945. Mes frères, mes 2 grands frères, ils l'ont fait en 51, 52 et 58, 59. Parce que les Algériens, comme je disais tout à l'heure, étaient français, mais ils n'ont pas le même droit que les Français. Mais pour aller au charbon, si. Oui, voilà. C'est ça, hein. On n'avait pas le droit à l'école. On était des Français, mais on n'avait pas le droit à l'école. Et pour aller travailler chez les colons, bon, il faut y aller. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes toujours en contact avec tous vos frères et sœurs? Oui, oui. Bah, oui. J'ai donc mon grand frère qui est dans l'Oise.
a toute sa vie ici, sa femme est française, donc ses enfants, ses petits-enfants. Ma sœur est née et est retournée. Bon, après, son père était dans le maquis, il était commissaire de police à Alger, donc ils sont à Alger. Hein. Les autres frères, ils sont rentrés là-bas. Ils sont tous en Algérie. Par les frères jumeaux qui sont partis. Eux, ils sont partis au Canada. 62, ça signifiait quoi pour toi et dans quelle situation vous vous trouvez? Est-ce que c'est d'une grande pauvreté? Est-ce que la situation change pour vous? Non, pour nous, la situation... 62, c'est l'indépendance. Vous savez ce qui a changé pour nous en 62? C'est la liberté d'y aller en ville. D'aller se promener, d'aller acheter un paquet de bonbons, c'est quand on a 20 centimes à l'époque. Et cette liberté de marcher la nuit, sans avoir peur, sans avoir à être inquiété, etc. Ça, ça a changé énormément. Mais d'un point de vue, je veux dire, niveau de vie, l'Algérie, il n'y avait rien, tout a été cramé, parce que c'était quand même, les champs, ils sont passés au napalm. Et oui, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est ça, hein, les champs algériens, jusqu'à aujourd'hui, sont contaminés. Donc, c'est vrai que nos parents sont rentrés, c'est vrai que nos parents ont commencé à travailler l'agriculture, un peu l'agriculture montagne, hein, en montagne. Donc, de quoi survivre, avoir un peu de figuier, un peu d'olivier, faire un peu de blé, l'été, c'est de la pastèque et du melon, puis un peu de poivron, un peu de tomate. Ça a changé, effectivement. Mais bon, à 12 ans, moi j'étais trop âgé pour aller à l'école algérienne, à l'école primaire, trop jeune pour faire autre chose, j'avais pas une base pour aller faire autre chose, donc il fallait que je trouve quelque chose. Après, je vois... C'est quoi le napalm? Là? Napalm. Alors le napalm, c'est un gaz qu'on sort dans des gros chalumeaux. Vous avez un chalumeau là, et qui mettent dans les champs, mais des fois c'est avec des bombardements, c'est des bombes qui tombent sur des champs, ils crament tout. Voilà. Ça c'est... Vous savez, là, pour soigner la terre là-dedans, il faut la décontaminer, il faut la soigner, il faut des années et des années. Donc ça produit des choses saines. Et... L'indépendance, t'as pas amené plus à manger pour toi? Bah, le fait que mon père travaillait la terre, on mangeait, je veux dire, la galette, quoi, la galette, la galette berbère, du poivron, ce qu'on cultive, quoi, Mais bon, mon père a toujours refusé d'avoir une pension, et comme ma mère d'ailleurs, des anciens combattants, parce que ils ont pensé qu'ils ont fait leur devoir de lutte pour la liberté de leur pays, de leur peuple. Mais bon, vous savez, comme dans toutes les guerres, les gens qui reviennent après, ils se mettent plein les fouilles, comme aujourd'hui en Algérie, c'est la corruption qui règne, c'est les généraux qui se mettent plein les poches. Ça, malheureusement, bon, vous êtes dans un pays très très riche, mais très très riche. Quand vous voyez la Corée du Sud, il a eu la même année son indépendance que l'Algérie. Elle n'a rien. Elle n'avait rien comme matière grise. Regardez où est-ce qu'il est. Mais regardez l'Algérie. L'Algérie est dans la corruption totale. C'est les généraux, monsieur. Hein? Ah, tout à fait, tu as raison. C'est les généraux. Tout à fait. Mais ces généraux, ils sont nourris par un appareil. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a qu'une région encore en Algérie qui se bat pour cette question de liberté et de justice sociale. Hein. La démocratie en Algérie, vous sortez de cette région de Kabylie, ben les gens ils disent Hamdoullah, Hamdoullah, mais il y a un soleil, Hamdoullah. Non mais on ne se nourrit pas avec Hamdoullah, on ne fait pas évoluer la technologie avec Hamdoullah, on ne fait rien avancer avec Hamdoullah. Pardon? Ah, mais je ne sais pas comment vous répondre si je suis musulman ou pas. L'Algérie, évidemment, dans la constitution, elle est musulmane. Moi, je suis agnostique. Bon. Non, mais moi, les religions, c'est pas ma tasse de thé. Tout, hein. Que les trois. C'est pas ce que ça veut dire agnostique. Agnostique, je sais pas ce que ça veut dire. Attends, ouais, bon, les professeurs, vous pouvez l'expliquer mieux que moi.
Ah, c'est mon prof. Il faut tirer. Hein? Non, il a dit que c'est pas sa Quand tasse de il thé. parle, il faut tirer. Les religions, c'est pas sa tasse de thé. Il sait pas, il sait Non, pas. mais- Il l'a pas. Mais c'est qu'il est entre athée et Je n'existe pas, mais il ne peut pas trouver non plus. Oui, j'ignore un petit peu toutes ces religions, en quelque sorte, qui pour moi, rien apporté. Voilà, personnellement, ils m'ont rien apporté. Bon, c'est le combat qui m'a apporté des choses, mais bon, les religions, vous savez, pendant la guerre d'Algérie, les mosquées et les églises et les synagogues, ils boivent le café ensemble, ils mangent ensemble, et ils se gavent ensemble, etc., pendant que ce peuple souffre. Donc, qu'est-ce qui m'a apporté, moi, la religion, à part... non, moi, l'agnostic, c'est... Bon, ah, pour vous donner une définition... Non, mais tu l'as donné. À 13 ans, tu n'as jamais allé à l'école. Non. Est-ce que tu as fait un peu d'école après, dans ta vie? Est-ce que tu Alors, dans ma vie, quand donc, la guerre est finie, on a fini les défilés, Tahia al-Jazair sur les camions, les drapeaux, là... Tous les drapeaux qu'on agitait, on montait d'Azazga à Tizi Ouzou sans savoir où aller, mais il y a de l'ambiance, quoi. Là, dans la rue, les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde vivait cette... voilà, etc. Et puis bon, pour aller à l'école, j'étais l'école primaire, j'étais un peu vieux. Autre chose, il n'y en avait pas. Donc, qu'est-ce que j'ai croisé dans ma vie? J'ai croisé les Pères Blancs. Les Pères Blancs, c'est des missionnaires. Donc, c'est l'église d'Azazga. Il y avait le Père Henri, le Père Lancelot, le Père Jean-Pierre. Je les ai croisés dans ma vie. Et donc, ils nous ont un petit peu emmenés à faire des cours à l'église d'Azazga, mais jamais sans nous parler de la religion. Mais jamais. Je ne me souviens pas une fois, le Père Henri, il avait 80 ans passés, hein. Jamais nous a parlé de ça. Donc, j'étais dans un petit peu, hein, là, chez les Pères Blancs, j'ai appris, bon, voilà, à lire, à écrire un peu, à parler, à communiquer. Et puis bon, après, dans la vie, on se forge. Et moi, j'étais ensuite envoyé dans une école en Algérie, à Mestras. Mestras, c'est une ville qui est située à côté de la Mizane. Il y a une école d'arboriculture. Donc, j'étais formé comme formateur. Et ensuite, je suis parti dans les villages de Kabylie pour faire les tailles de rajeunissement des arbres à l'époque, parce que la plupart des oliviers étaient brûlés pendant la guerre. Donc il fallait tailler les arbres et puis planter, puis voilà. Donc j'ai formé, j'ai travaillé dans une vingtaine de villages de Kabylie. Sur le champ, on formait les gens pour faire la taille des arbres fruitiers, mais aussi la greffe, jusqu'à faire, bon, on dit comme ça, la greffe par approche, c'est pour comment on greffe les fleurs. Mais bon, c'était pas notre préoccupation. Les fleurs, c'était plus des arbres fruitiers et des oliviers, des figuiers pour nourrir les gens, etc. Et faire redémarrer. Bon, Kabylie, c'est les montagnes, hein, vous savez, hein, c'est des cailloux, hein, c'est 2000 mètres d'altitude. Bon, il y a des endroits, il n'y a rien qui pousse. Ça, c'est après, quand tu étais un peu plus âgé. Mais quand tu étais ado, tu étais obligé de travailler tout le temps. Je travaillais tout le temps. C'est quoi tous les petits métiers que tu faisais? Quand tu avais 14, 15, 16, 17 ans, tu fais tout. Alors, quand j'avais, oui, à cet âge-là, je travaillais dans les vendanges, par exemple, à la période des vendanges, toute la période de ramasser le sarment des vignes, dégager des pieds de vignes. Ça, c'est le travail qu'on faisait tous les jours. Enfin, chez les colons, ils sont partis, mais les nôtres, ils ont pris le pied sur... oui, c'est ça, hein, sur les vignes, les champs, etc. Donc, on travaillait dans les champs. Beaucoup de travail, on travaillait le matin, il faut arriver avant le lever du soleil, et puis tu pars au coucher du soleil. Hein. On avait 13, 14 ans, 15 ans, mais il fallait travailler. Et ensuite, il y avait, à Azazga, il y avait quand même de l'activité commerciale, hein. Il y a beaucoup de commerçants, c'est une ville... voilà, et puis il y avait un démarrage des gens qui construisaient, reconstruisaient leurs maisons, etc. Donc il fallait travailler comme manœuvre avec les maçons, il fallait décharger les camions, du ciment, du sable, de la pierre, etc. Donc tout ça, on avait cet âge-là. À 13-14 ans, ben moi je travaillais comme ça. Et puis bon, le soir, on est content de rentrer avec, bon, 8, 9, même pas, 300... 450, 4 dinars 50
Ça représente, je ne sais pas, aujourd'hui, en centimes d'euros, ça doit représenter 4,5 centimes, quoi. Et on était content de ramener ça à la maison, parce que la famille en a besoin pour s'habiller, pour voilà, mais bon, les soins, on n'est pas trop, on était plutôt soignés par les grands-mères avec des blondes. Je vous disais tout à l'heure, mon grand-père est décédé de typhus. Moi, j'ai attrapé le typhus juste au début de la guerre d'Algérie. J'avais 6 ans. Tout le monde, j'ai encore dans les oreilles les vieux de voisins là qui venaient dire à ma grand-mère, en tous les cas, tu fais ta prière, c'est son dernier jour. Il ne va pas survivre. Demain, il est mort. Et moi, j'entendais tout. Mais j'étais dans un monde à part. Quand on a cette maladie-là, c'est délire. Donc, c'était l'hiver. Et je disais à ma grand-mère, il faut demander à mon oncle de m'envoyer de la pastèque. Je rêvais de la pastèque. C'était la maladie. Et bien, c'est ma grand-mère qui connaissait toutes les plantes de la forêt, d'Azazga, qui m'a soigné. Aujourd'hui, je dois la vie à elle. Ah oui, c'est vrai. Les relations garçon-fille. Ah, ça c'est... Les garçons et filles, on s'en regardait en chien de faïence. Donc... Ah, tu veux raconter mon anecdote? Non, si, tu peux raconter. Voilà, à l'indépendance, déjà, il n'y avait pas beaucoup de garçons. Les mariages, il y en avait très rarement dans le village, parce que les garçons étaient tous tués. Hein. Et donc, les petits ne sont pas assez âgés pour se marier, mais, tu t'approches pas de ma fille, mais comme ça, hein. Lui c'est un garçon, toi tu es fille, tu dois apprendre... voilà, il faut qu'elle travaille avec la maman dans la cuisine, il faut qu'elle apprenne à faire des beignets, il faut qu'elle apprenne à faire de la galette, il faut qu'elle apprenne à faire... voilà, comment tenir la maison chez les berbères. Voilà. Et donc là, un jour avec un ami qui s'appelle Aïch, qui fait bon, plus grand que moi, mais bon, il fait 130 kilos, on descend du village, de la ville, pardon. Le jour du souk à Azazga, le jour du marché, c'est samedi, le souk. Hein? C'est samedi. Et on achetait une bague, à l'époque ça coûtait quoi, 10 centimes. On l'achetait, c'était la chanteuse libanaise qui s'appelait Shadia. Et en marchant, il y avait 3 filles devant nous, et nous on parlait de la bague. Shadia, à l'époque, on entendait le Liban, pour la chanson, c'est le top des tops, comme l'Égypte, le cinéma, etc. C'est du top. Ah ouais. Et donc, les filles, ils sont courus devant nous pour aller voir les parents. Il y a 2 garçons qui nous agressent, etc. Eh ben, tout le village qui est arrivé vers nous, ouais. Les mamans avec les bâtons, les... Et mon copain, moi j'étais le mec en commun un clou. Ben oui, je faisais 70 kilos habillé. Donc, lui qui était là, mais attendez, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Et on connaissait un des frères d'une sœur, et quand il nous a vus, notre génération, hein, c'est pas possible. Et ben on s'est fait insulter par tous les noms. Le lendemain, mon père il est appelé au comité de village d'Azazga avec le père du copain. Eh bien, vous, garçons, ils ont agressé des filles verbalement, ils leur ont manqué de respect, ou pas touché ni quoi que ce soit, hein, sauf qu'ils ont dit des gros mots, des choses comme ça, etc. Eh bien, ils ont dit à mon père, toi, bon, à l'époque, 5 dinars, c'est de l'argent. Eh bien, tu payes 5 dinars, et alors tu as 5 dinars. Je me suis dit, mais pour quelle raison mon père paye 5 dinars? C'est inadmissible, on n'a rien fait, on n'a rien dit. Tais-toi. Et mon père me dit, tais-toi. Bon, d'accord, et il a payé, puis on est parti. Et puis depuis, on a compris qu'il ne faut pas parler devant les filles. Derrière. Ou derrière. Oui, ça peut... À 18 ans, vous êtes programmé pour être marié. Oui. Oui. Moi, voilà. Et toi, Monsieur, c'est vrai? Oui, ouais, j'ai un petit fils de 18 ans aujourd'hui. Oui, oui, il a votre âge, hein. Je ne sais pas, vous avez quel âge? Il a passé son bac cette année. Mais là, c'est notre histoire. Hein. Parce que mon fils, il m'appelait papy à 18 ans. C'était, bon, c'est un bonheur. Hein.
vraiment. Tu te maries avant d'arriver en France ou après? Mais tu décides de te marier et de venir en France. Qu'est-ce qui t'a fait... Moi, voilà, j'ai connu une fille qui est quand je dis notre voisine, mais elle est à vol d'oiseau à 1,5 km. Donc, je connais un peu sa famille, on se connaît, on se dit, etc. Et donc c'est vrai, après, on s'envoie des coups d'œil quand je vais aller voir son grand-père et sa grand-mère et son tonton, parce qu'on s'entendait bien. Puis il y avait des petits contacts, mais la fille, elle ne restait pas autour du foyer, autour du feu, là, pour discuter. Non. Puis bon, voilà, après, moi, je travaillais dans l'arboriculture, j'étais formateur. Un jour, il y avait un jour de l'Aïd el-Kibir pour les musulmans qui croient, et ils faisaient leur fête, mais on a travaillé pendant 6 mois, on n'avait pas touché le sol. Et moi j'étais jeune, donc je dis à tous mes pères et mes grands-pères qui travaillaient avec moi, je dis il faut absolument qu'on fasse une action pour qu'on puisse avoir de l'argent pour passer l'Aïd el-Kibir, surtout eux, parce que moi voilà, limite. Eh bien, on a fait une action, on est descendu à Tizi Ouzou. Et là, on a fait une grève et le directeur de la DDA, Direction départementale de l'agriculture, il me dit quoi tu vas voir? Je dis qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir quoi? Moi j'étais bon. Et puis bon, tous les papis et les pères là, ils étaient avec moi, ils ont râlé, ils ont obtenu une avance de 3 mois de salaire, ce qui leur a permis de passer la fête, etc. C'est que c'était quelque chose de formidable. Et donc à partir de là, je me dis, moi je ne travaillerai plus dans ce pays-là. Voilà. Je ne vais pas travailler 6 mois sans être payé, ni avoir une expression, ni rien du tout. Donc, puis j'avais une embrouille avec un gendarme que je t'ai raconté. Oui, parce qu'il y avait une fille comme ça au balcon, on essaye de communiquer avec elle, en ville, hein. Communiquer, mais d'une façon vraiment discrète. Puis il y avait un gendarme qui est arrivé devant moi, et qu'est-ce que tu fais là? Il nous traitait de tous les noms, moi je n'ai pas supporté, j'avais 16-17 ans, je sortais de la guerre, j'ai vécu la guerre, etc. Un gendarme algérien, il vient m'insulter comme ça, boum! Ah oui, c'était violent, c'était comme ça. C'est parti, sa casquette il est parti de très loin. Et puis après, il y a eu à Zasca des communautés, voilà, et puis le gendarme il a été affecté à plus de 1000 km. Parce que, bon, il est là pour assurer de l'ordre, mais pas pour faire de la misère aux jeunes. Ils sont sortis de la guerre. Donc, attendez. Donc ça c'est une anecdote. Et ensuite, bon voilà. Donc tu décides de venir en France, parce que tu avais de la famille? Parce que j'avais de la famille. Et tu parlais pas français ou un tout petit peu? Ah, je parlais tout ce que j'ai appris avec le père Blanc. Le père Henri, le père Guy, Jean-Pierre, Lancelot. Il y avait des sœurs blanches, parce que mes sœurs, elles étaient chez les sœurs blanches, dans les chalets à Zasca, il y avait des sœurs blanches. Il y a un internat de sœurs blanches. Les sœurs, elles sont allées là. Après la guerre. Oui, je n'en. Ça vous a pris combien de temps pour maîtriser la langue française? Ah, je la maîtrise toujours pas. Ah, franchement, si tu la maîtrises, non, voilà. Comment dire, je me suis très intéressé tout de suite à la langue française. Donc, je lisais énormément de livres. J'allais à la bibliothèque, quand je suis arrivé en France, j'allais à la bibliothèque Renault, parce qu'elle rentrait dans l'usine, c'était un bibliobus. Donc le bibliobus est rentré dans l'usine, il y avait le livre. Et donc le livre, moi j'empruntais un livre par semaine, et puis bon, je m'efforçais vraiment à lire. Je lisais jusqu'à maintenant d'ailleurs, j'écoute la radio, un peu la télé, mais j'aime beaucoup lire. Donc c'est la lecture qui m'a fait bouger, mais en plus de ça, après, je suis rentré dans la vie active en France, travaillé dans l'île Seguin, donc avec 58 nationalités, voilà, on communique avec le français. Voilà, donc notre langue commune, c'est le français, donc c'est avec le français, on communique entre nous. Moi, je peux dire bonjour, je sais pas si ici, Badak, Salam alaikum, Amiri, Amsali, Azul, Salam alaikum, Starodro, John Dobro. Ah oui, je peux le dire au portugais, espagnol, parce que
On travaille tous les jours comme ça. Pas russe. Sabaïdi, c'est cambodgien. Donc, on se disait bonjour dans toutes les langues des 50 nationalités qu'on se croisait tous les matins dans les soldats. Donc, j'ai appris, je me suis amélioré, tous les jours, je me bats pour enrichir. Voilà. M'enrichir, et puis c'est vrai que dans ma vie j'ai rencontré la CGT. Oui, tu l'as raconté. Avant, justement, à ton arrivée, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes premières surprises déjà? T'es accueilli par qui? Alors, ma première surprise, le 21 janvier 1971, Orly, il faisait très très froid. Alors moi je suis venu du sud, j'avais une petite chemisette, une petite veste comme ça, les baskets de l'époque. Je suis arrivé à la porte de Saint-Cloud, juste à Villoire-Veillon. Mon frère travaillait là. Et puis je suis arrivé, le taxi m'a laissé là. Et j'ai dit à un gars qui travaille dans le garage, vous connaissez monsieur Amazouz Amar? Et il dit bah oui. Et puis ils l'ont appelé. Amar, il y a quelqu'un qui vous demande. Il est avec son sac devant la porte là. Il vient. Il regarde, comme ça il me regarde, il retourne au boulot. Il dit, mais je ne connais pas. Il ne pensait pas, parce que c'est une surprise. Il ne pensait pas, moi je ne l'ai pas prévenu, il ne pensait pas que j'allais arriver comme ça. D'autant plus que j'étais fiancé, j'allais me marier, donc dans sa tête, il préparait un retour au pays, il va faire la fiesta de son frère et tout. Et donc, voilà, puis après, le gars, il a insisté pour lui dire « Mais si, c'est pour toi !» Et bien, moi j'avais une petite barbichette, j'ai souri, il me dit « Mais c'est toi, qu'est-ce que tu fais là ?» Je dis « Qu'est-ce que je fais là? Je viens d'arriver. » Voilà. Il débarque, et puis, dans sa voiture, il m'a emmené dans un restaurant à Boulogne, d'un chanteur algérien. À l'époque, il y avait des chanteurs algériens, mais avec leurs chansons, ils n'arrivaient pas à vivre. Il faut qu'ils travaillent. Donc il travaillait comme gardien de mystère chez Renaud, tout étant chanteur, très célèbre, mais très très célèbre. Et voilà. Donc j'ai mangé dans ce restaurant-là. Le soir, ils m'ont amené, je me rappellerai toujours, à Arts et Métiers. J'ai rencontré des gens du village qui étaient dans l'immigration. Donc c'est quoi? C'est ton frère, le jeune? Il y a deux encore plus jeunes que moi. Et il y a même 4, pardon. Les jumeaux, je les oublie toujours, mais bon. Donc arrivé, c'est quoi? Bon, il arrive du bled, parce qu'il y a une solidarité kabyle quand pas possible. Une solidarité kabyle, on s'occupe de vous, on vous habille. Pendant tout le mois, vous ne travaillez pas, vous avez l'argent de poche, vous mangez, tout. Donc alors, j'ai bu, j'ai mangé, mais la nuit même, parce que c'était un samedi, mon frère m'a dit on va aller voir notre frère l'Allemand, on l'appelle l'Allemand, celui qui est dans l'Oise, là. Puis on est arrivé vers, je sais pas, 2h du matin, avec des bouteilles. Mon frère avait des bouteilles dans son coffre. Et puis on a réveillé Janine, je l'ai connue une fois, elle est venue en Algérie. Quand on a réveillé Janine, il y avait son fils Cyril, Arnaud, Christine, Philippe. C'était la fête, quoi. Je veux dire, on a continué jusqu'à 9h du matin. Est-ce que vous êtes tous réunis, vos frères et sœurs? Ça nous arrive, oui, parce qu'on est nombreux, ceux qui sont en Algérie, donc ils sont là. Mais des fois, ça nous arrive de nous réunir chez mon plus jeune frère, qui a plus de place là dans l'Essonne. Lui, il est marié avec une Portugaise. J'ai un autre frère qui est marié avec une Française. J'ai encore un autre frère. Et j'ai ma fille qui est mariée avec un Français. Ton premier travail, c'était quoi? Alors, premier travail ici, moi, c'était dans le bâtiment. Dans le bâtiment, c'était le mois de mars, 1er mars 1971. J'ai commencé à travailler dans le bâtiment, à nettoyer. J'avais pas de métier, j'avais rien. Donc j'ai nettoyé. En même temps, il y avait un chef d'équipe qui s'appelait Jeannot. Il m'a dit, tu es jeune, dynamique, il faudrait que tu fasses autre chose que de nettoyer. Donc il m'a mis avec un bétonnier à l'époque, des grandes centrales à béton là. Mais bon, ils sont moins importants qu'aujourd'hui. À l'époque, c'était... Et donc, j'ai appris à manipuler cette machine de béton. Je faisais du béton dans les chantiers. Quelques mois après, j'ai une formation sur place, de grutier. Donc, je suis devenu grutier. Et c'est toujours, pour moi, c'est pas travailler sur les chantiers. Déjà, il fait très, très froid. Voilà, et puis après...
je suis parti, j'ai pas travaillé ici, j'ai travaillé quand même. Pourquoi tu as arrêté Grutier? Grutier, je me suis engueulé avec mon chef d'équipe, qui est pas loin d'ici, Mangeron, ça doit être pas trop loin d'ici. Bon, à cause de la grue qui est tombée. Alors, il y a la grue, voilà, il y a une tempête, si vous vous souvenez, de 1960. Non, pas vous, les professeurs, je parle. Peut-être. Il y avait une tempête à cette époque-là. Quand le matin, je me suis levé, je suis arrivé sur le chantier, j'ai trouvé la flèche de la grue enfoncée dans la terre. Donc, il était plié en deux comme ça. Et là, moi, j'ai dit à mon chef, impossible. À l'époque, c'était la construction de la tour de Montparnasse. Alors, on a monté la tour Montparnasse jusque-là. Puis après, on a mis les grues là pour monter le reste. Et donc, à partir de là, moi, j'ai vu le danger, j'ai vu tous les trucs, je me suis engueulé avec mon chef. Je suis parti. Je ne suis plus supporté. Et là, j'ai fait un petit voyage en Suède pour un petit peu voir un ami qui était à un salon de coiffeur en Suède, un ami du village. Parce que nous, à l'indépendance, il y avait des Suédois, des Danois qui venaient à Azazga, ils nous donnaient des vélos, ils donnaient des sacs à dos, des choses comme ça, avec du matériel dedans de camping, etc. Donc c'est avec ça qu'on a fait le tour de la Tunisie, nous, les jeunes d'Azazga, avec ces vélos que les Danois nous ont donnés. Et voilà, après... En chrono, c'est avant ton mariage ou pas? Non, après... Alors tu retournes chercher ton épouse. Alors. Voilà, en 72, je me marie. Je travaille. Je travaillais, donc en 1972, je suis retourné. Je me suis marié avec la fille avec qui on s'est mis d'accord. Hein. Je ne vais pas dire des déclarations ni quoi que ce soit, mais ok, on est d'accord. Ah, mais ça se passe pas comme aujourd'hui, hein. T'as demandé l'autorisation à tes parents, en fait. Voilà. Alors voilà. C'est une façon de dire. Alors moi, j'ai mandaté mon frère à Amar, hein, qui est en France, qui était plus... bon, il a vécu ici, c'est un gars qui a du savoir-vivre. Il était professeur de karaté à la Muette. Donc il fréquentait beaucoup de monde avec un Camerounais. C'était des gens très... à l'époque, approchés par le showbiz, hein, des Johnny, des Julien Belair, etc., parce que c'était top niveau. Donc c'est lui que j'ai mandaté, donc il a réglé cette question, puis on est d'accord, et puis on a fait la bamboula, le 24 août 1972, et on a fait ce mariage. Et un mois après, on est venu en France. Toi, tu voulais l'amener en France. Beaucoup. Ah oui, moi, c'était dans ma tête dès le début. Jamais je me marierais pour rester, laisser ma femme au bled et puis moi partir. Non, c'est pas. J'ai prévenu la famille de la fille, j'ai prévenu la fille. Je me marie le mois d'après. On part. On était aidé par ma belle-sœur Janine dans l'Oise. Elle nous a trouvé un studio. Moi, je travaillais chez Renault dans l'île Seguin. C'est pas évident d'arriver à l'heure parce que la chaîne commençait à 6h35 au l'équipe du matin. Quand il faut venir de Creil, la gare de Creil, c'est le premier train, c'est 5h. À la gare du Nord, après il y a deux correspondances pour arriver à Billancourt, c'est déjà 6h35. Monsieur, vous êtes marié avec une fille du village? Oui. Vous êtes le seul frère avec... Ah, pratique, oui. Non, il y a Luna, c'est Saïd. Oui. Amar. Oui, Amar. Et les autres, c'est vrai. Et elle a vécu. Elle est un peu plus jeune que moi. Donc, il a vécu, il a des souvenirs, peut-être un peu moins parce qu'elle a quand même 4 ans de moins que moi. Pourquoi on va pas? Oui, mais voilà, après, quand on a 12 ans, c'est quoi ça? Elle a 8 ans, c'est pas peut-être. Mais il a vécu, il a vécu la même chose parce que ça, à la maison de. Ma femme, ses parents, ils étaient divorcés à sa naissance. Donc elle était élevée par ses grands-parents. Donc la maison de ses grands-parents a été rasée par l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Elle parlait français? Ma femme, non, elle ne parlait pas français. Alors comment elle s'est fait, parce que pour se retrouver à Creil, dans l'Oise, sans parler français, comment elle se débrouille? Voilà. Parce que toi, tu t'en vas dès 5h du matin, tu arrives le soir à 19-20h. Tout à fait. Et donc, moi, quand j'arrive le soir ou le samedi, j'essaie de lui
apprendre un peu. Janine, ma belle-sœur aussi, qui a fait énormément d'efforts vers ma femme pour lui apprendre quelques mots, etc. Et ensuite, on a trouvé les associations, la STI. Non, c'est bof. Non. Alors, ton arrivée chez Renault. Par mon arrivée chez Renault, voilà, je suis parti du bâtiment, je n'ai plus travaillé, je suis allé dans une agence d'intérim à Strasbourg-Saint-Denis. Il me dit voilà, il y a du boulot, mais c'est à Renault, Billancourt, dans l'île Seguin, à la chaîne. Moi, je m'en fous, il y a rien qui me fait peur, la chaîne. Je ne connaissais pas. Je n'ai jamais vu une chaîne de ma vie comment elle tourne. Hein. Même Charlie Chaplin, j'ai vu le film. Je dis c'est un film. Mais quand je suis rentré dans l'île Seguin, j'ai vu des chaînes aériennes qui transportaient des ailes de voiture, des capots, des trains arrière avant, des sièges de voiture. Mais c'est des chaînes aériennes qui alimentent les chaînes de montage. Et comment travailler dans cette chaîne-là, c'est plus simple. Et donc voilà, c'est arrivé là, on m'a présenté un régleur qui m'a donné un cadenas et une paire de chaussures, une paire de bleus, il m'a emmené un numéro de vestiaire. J'ai changé, il m'a dit voilà, maintenant tu vas travailler sur cette petite chaîne moteur. On fait des montages, à l'époque c'était le bobinage, c'était la pompe à eau, etc. qu'on montait sur un petit moteur de la Renault 4 pour ensuite le monter sur la Renault 4 au premier étage. Il monte au premier étage, il monte dans la voiture, elle redescend la voiture pour aller au rez-de-chaussée vers la finition pour accrocher tous les fils électriques. Et vous avez trouvé combien de temps chez Renault? 40 ans. 40 et quelques, un peu plus. Oui, mais tu as été viré cette fois. J'ai été viré cette fois. Donc, avant de parler de toutes les fois où ils ont essayé de me virer. Ah non, mais t'es le seul, hein. T'es le seul témoin qui a été viré cette fois d'une entreprise. Cette fois, tu veux le travail? Oui. Mais avec obligation de réintégrer. Ah, vous savez, quand je suis arrivé. Ouais. On va parler après. Vous savez, quand je suis arrivé chez Renault, effectivement, on m'a affecté à ce poste-là. Moi, j'étais maître. Mais je travaillais tellement vite que j'ai appris tous les postes de la chaîne, donc le polyvalent de la chaîne. Donc à chaque fois qu'il y a un gars qui est malade, accident de travail, d'infirmerie, de sortie, parce que c'est comme ça que ça marche à l'usine. Hein. Allez hop, tu vas aller travailler, remplacer tel et tel et tel. Donc j'étais devenu le polyvalent de la chaîne, parce qu'un gars de Renault, il n'accepte pas ça. Mais comme intérimaire, pas, mais en même temps, ça m'a permis d'apprendre des postes de travail, etc., voir les gens comment ils travaillent. Et puis, la chose qui m'a choqué de mes 23 ans, c'est que j'ai vu à la chaîne des gens âgés. À l'époque, la retraite, c'est à 65 ans. Il y avait encore des gens à 60 ans qui travaillaient à la chaîne. Genre, je disais, mais attendez, vous avez fait ça mais j'ai fait ça depuis la Savienne, parce qu'ils ont travaillé chez Savienne déjà, c'est des camions. Ils ont travaillé déjà chez Berlier, c'est des camions. Ils sont arrivés chez Renault pour travailler en équipe en 68, après le passage en équipe, etc. Il dit, ouais, mais tu vas voir. Je dis, non, moi je reste pas ici. C'est là que j'ai rencontré mon copain avec les histoires de sardines. Là. Parce que je travaillais sur la chaîne de conteneur qui s'appelle Et donc moi je me dis, je ne travaillerai pas ici parce que bon, rester OS à vie ça ne m'intéresse pas. OS c'est ouvrier spécialisé. Voilà. Vous savez, OS c'est celui qui fait les mêmes gestes toute la journée, toute la semaine, tout le mois, toute l'année, des fois on reste 20 ans au même poste. À monter la même, faire les mêmes mouvements. Faire les mêmes mouvements pour monter les pièces, brancher les fils, etc. C'est le travail répétitif. Hein. Donc, là-dedans, ils m'ont dit, tu vas voir mon petit, mais... alors, ils ne savaient pas de quelle origine je suis. Si je suis venu du Maghreb, je suis venu des Antilles ou d'Afrique noire. Ils ne savaient pas. Parce que j'étais frisé, les cheveux comme ça, la barbe noire comme ça. Je ne leur parlais pas dans ma langue, parce que bon... Et donc, ils se parlaient entre eux, ils disent, mais c'est qui celui-là? Et un jour,
Voilà comment que ça s'est passé. Hein. Donc je parlais avec eux, on reste au SAVI, c'est pas possible, il n'est pas normal, il faudrait que vous ayez les mêmes droits que les autres salariés de Renault, accès à la formation pour vous former, évoluer. Ne pas... D'ailleurs, la meilleure façon d'insérer quelqu'un qui vient d'ailleurs, c'est de le former pour qu'il soit au même niveau que ses copains. Donc c'est le meilleur moyen d'insertion, de lui donner une formation. Aujourd'hui on parle d'intégration, mais je n'aime pas ce terme-là. Mais l'insertion, ça commence par former les gens et leur donner de la valeur. Et se mettre en valeur, mais eux aussi, ils sont utiles pour eux, mais aussi pour l'entreprise. Et donc, ils m'ont dit, tu vas voir, mon petit, toi aussi tu vas finir en OS comme nous, tu vas voir. Et puis à l'époque, la retraite c'est 37 ans et demi, et à 65 ans, vous savez, quand les gens partaient de l'île Seguin ou des forges du Fonderie, ils ne vivaient pas longtemps. Il n'y avait pas longtemps parce que c'était pas, il n'y a pas d'RTT, il n'y a pas 39 heures, il n'y a pas. Travailler 42 heures, 40 heures, puis travailler en équipe, et puis c'est quand même pénible. Travailler dans une chaîne, vous savez, vous produisez 43 voitures de l'heure, vous êtes là à monter les pièces, vous avez les mains enchaînées avec les monoplaces, vas-y, et on y va. C'est Charlie Chaplin, c'est vraiment les temps modernes. Ah oui. Donc moi, je commençais déjà à me révolter en me disant, mais il n'est pas normal, dans une entreprise comme la nôtre, de ne pas donner sa chance aux gens qui souhaitent seulement se former, sur la base du volontariat. On ne va pas dire qu'on va former tout le monde, mais ceux qui au moins ils souhaitent former, qui ont des capacités à aller faire une formation. Et vous avez beaucoup connu le racisme au travail ou autre? Moi, je l'ai vécu d'une manière, voilà ce que je vous dis, c'est d'une manière discriminatoire. Parce que je n'avais pas accès à la formation, alors que je voulais être un routier chez Renault. À l'époque, on allait monter toutes les usines par des camions Renault. Je voulais aller à l'école Renault pour faire un métier d'ajusteur, de professionnel. Et on me l'a toujours refusé, jusqu'à demander d'être le gardien. Vous savez, on n'est pas les gardiens dans l'usine. Ben oui, parce que bon, il fouille les gamelles, il fouille les trucs, etc. Donc, pour sortir de la chaîne, je voulais même y aller travailler là-dedans. On apprend quoi dans les écoles Renault? On apprend quoi dans les écoles? Les écoles Renault? Alors, on avait de l'ajustage, fraisage, la sellerie. On avait tous les métiers professionnels, mais aussi on peut ensuite se former pour aller vers l'ATP, donc agent technicien professionnel. Et ensuite, on peut suivre des formations qui débouchent sur des métiers traceurs ou sur des métiers de techniciens en laboratoire ou des industriels, etc. etc., etc. Et donc, moi, on ne m'a pas donné cette chance-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je ne suis pas plus bête que les autres. Ouais. Et bon, si on m'a donné un petit peu de chance pour aller à l'école, j'aurais pu apprendre encore plus, être utile à moi, à ma famille et aux autres, à l'entreprise où je travaille. C'est pas le cas. Quand j'ai vu tout ça, moi je ne supportais pas la misère. Je n'ai pas supporté chez moi, je ne veux pas pourquoi je vais la supporter chez Renault. Il y avait un gars qui est venu vers moi pour dire Areski, Tural, écoute, à l'époque, bon, après, parce que je veux dire comment ils savent que je suis venu d'Algérie, c'est un contremaître qui m'a appelé comme ça, par mon prénom Areski, mais aussi, c'est parce que ma belle-sœur, un soir, on a fait la fête chez elle, Janine, avec mes cheveux frisés, noirs, la barbe et tout, même j'étais, j'ai appuyé un petit peu sur le champignon. Elle m'a foutu des chewing-gums partout. Bon, j'étais obligé de me raser. Je suis venu le lundi matin à la chaîne où je travaillais, et puis il y avait mon régleur qui disait à son chef d'équipe, il annonçait qu'à Mazouz, il est absent, il n'est pas arrivé. Moi j'étais en chaîne, parce que j'avais pris les cheveux, j'avais pris la barbe, donc ils m'ont reconnaissé. J'ai mis un intérimaire à sa place. Bon, voilà, j'ai dit Charlot, attends, après, bon, j'ai laissé un peu rigoler un peu les choses. Donc j'ai dit, on t'a mis absent. Hein. Je dis, non, mais attends, vas-y, va corriger ça parce qu'il y a chez mon contremaître, il va signer la paye du jour. Après, il faut appeler les syndicats. Donc, voilà. Ensuite, j'ai parlé avec des Kabyles, des Algériens, des Sénégalais, Marocains, Tunisiens. Pourquoi la solidarité entre ouvriers quand il y a un problème pour un...
Quand il y a un problème pour un, c'est le problème de tous les ouvriers de la chaîne. Vous savez, on a connu des copains du Maroc, du Sénégal. À un moment donné, les parents sont âgés, ou comme ça dans la vie, il y a des décès dans des familles. Eh bien, on s'occupait tout de suite pour collecter l'argent, faire une tête entre nous sur la chaîne. Pour lui payer, on le réserve. On lui réserve parce qu'il y a une agence de voyage au comité d'entreprise. On lui réserve 100 billets aller-retour pour aller assister aux obsèques du gars de la famille. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs et qui n'existe que chez Renault. Et vous allez chez Talbot, chez Peugeot, chez n'importe quelle entreprise industrielle, vous ne trouverez pas cette amitié qui est entre les 58 nationalités, ils ne se sont jamais engueulés. Il y a eu même des mariages comme ça, des croisements, parce que les gens ils sont partis en vacances, ils se sont retrouvés avec d'autres, et puis voilà, il y a des filles, des garçons, avec le club des jeunes qu'on avait chez Renault, il y a des choses comme ça. Et ça, c'est des choses qu'on ne trouverait pas ailleurs. Donc cette fraternité, cette amitié, cette solidarité, etc., voilà, n'existe pas ailleurs. Parce que bon aussi, il faut dire qu'il y a un comité d'entreprise géré par le syndicat qui a favorisé des activités culturelles, sportives, etc., où ça permet à tous les gens de venir jouer au foot, qu'ils soient cadres, ingénieurs ou ouvriers spécialisés à la chaîne. Là, il n'y a pas de barrière. Alors, tu es devenu syndicaliste. Comment, quand quelqu'un s'engage pour un syndicat, comment on le casse pendant toute sa carrière et toute sa vie? Voilà. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi, je me suis engagé à partir de discriminations, que j'ai vu des injustices sur la formation, etc. Ça m'a interpellé, ça m'a... Comment dire? Bon, je ne trouve pas de terme pour le qualifier, mais c'est révoltant de laisser quelqu'un pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans à la chaîne pour faire le même boulot. Donc, je n'ai pas supporté ça. Et là, il y avait Daniel Blancher qui est venu voir moi, parce qu'il m'a vu que je m'agitais avec des copains, etc. Il m'a dit, écoute, si tu acceptes un mandat, le délégué TP, aux élections prochaines, on va te présenter sur la liste des délégués du personnel. Je dis d'accord, parce que ça va me permettre de me battre contre ces injustices qui discriminent les plus discriminés. Parce que c'est ça, les gens qui travaillent non seulement dans des postes de travail pénibles, durs, toute leur vie, et on leur ferme la porte pour aller vers la formation. Donc ça devient une discrimination qui discrimine les plus discriminés. Et donc moi ça m'a révolté, et là je me suis battu, et je me suis présenté, effectivement avant de me présenter, j'ai réuni tous les gars de l'atelier avec Daniel Blancher, j'ai dit voilà, mais moi je ne vais pas me présenter pour vous dire, bien sûr qu'il faut défendre les conditions de travail, bien sûr qu'il faut défendre les salaires, bien sûr qu'il faut défendre... Mais l'objectif, c'est de déclencher la formation pour tous ceux qui le souhaitent, sur la base du volontariat. Parce qu'il y a des gens qui ne vont jamais se former. Bon. C'est comme ça. Hein. Donc tous les gars sont venus, ils m'ont écouté, et à partir de là, au vote du mois de janvier, ils sont votés à plus de 82% pour ma candidature aux élections des délégués du personnel. Et donc, voilà, à partir de là, donc, je suis propulsé, mais je n'avais pas de formation syndicale non plus. Et donc, il y avait Daniel Blancher, qui était un vieux du syndicalisme. Pour vous dire tout, Daniel Blancher, c'est un ami jusqu'à maintenant, il a 88 ans. Et il va se marier samedi prochain parce que c'est un curé ouvrier, c'est un prêtre ouvrier. Et là, François, parce qu'il a quitté tous ces trucs-là, François, comment il s'appelle là, de Naples, là, comment il s'appelle François machin, là. Le pape, voilà. Il lui a donné son autorisation de se marier à l'église de la Porte d'Italie. Donc je vais aller au mariage de Daniel et Michel. Et Michel était maître de conférence à l'université de Évry. La femme il est à la retraite, ça fait des années, il doit avoir 72, 64. Parce que comme il était là, on lui a refusé un mariage religieux. Il est marié civilement. Mais le mariage religieux, ça s'appelle des défroqués. Ça s'appelle comme ça en France. Quand tu deviens délégué, tu n'as plus d'augmentation de salaire, t'as plus comment ils te le font payer? Comment Alors,
quand je suis devenu délégué du personnel, donc j'ai travaillé sur un cahier de revendications, parce que les revendications, on les dépose au département tous les mois. Donc je relevais les revendications des salariés, mais quand on n'arrive pas à déboucher avec la direction, moi j'appelle les gars, je fais un compte rendu, en atelier, à la pause. Je dis voilà ce qu'on a obtenu, voilà ce que nous a été refusé. Donc maintenant, si vous voulez qu'on l'arrache, ben, par un mouvement de grève, parce que c'est une question de rapport de force dans ce monde-là. Et donc à partir de là, c'est vrai que les gens me suivaient, et à chaque fois on arrachait des acquis sociaux pour les travailleurs de la chaîne. À supprimer les postes pénibles, à faire venir, comment ça s'appelle, les cardiologues, parce qu'il y a des gens qui travaillent les mains en l'air, les prélèvements, etc., etc. C'était pas évident. Donc on a réussi à travailler, à faire toutes ces choses-là, et à chaque fois, on revient au salaire. Le salaire, vous avez une grille. On part de 155 prohibitions à 175. Mais c'est toujours ouvrier à la chaîne, hein, parce qu'on peut être un peu remplaçant, on connaît 5-6 postes, ça donne 5 points, mais ça vous laisse toujours ouvrier spécialisé à la chaîne. Et à partir de là, moi j'ai travaillé avec 2 ingénieurs, Jean Courteville, il y avait un autre, pour dire il faudrait qu'on présente un dossier à Renault pour permettre aux OS de se former. Et le meilleur argument pour l'insertion, c'est la formation. Moi, quand j'arrive chez moi à la maison, je ne parle pas à mes enfants de mon travail. Parce que ça me dévalorise, parce que je n'ai pas envie de bloquer mes enfants. Mon père, il travaille à la chaîne, le pauvre, il souffre, etc. Donc, mais tous comme ça, hein, les OS, hein, pas seulement moi. Donc, on ne parle pas de notre souffrance au travail à nos enfants. On ne parlait pas parce qu'on ne veut pas les tétaniser ou quoi que ce soit. Donc, j'étais aidé par Jean Courteville et puis un autre ingénieur pour faire présenter un plan de formation à partir des chiffres donnés au comité central d'entreprise. Et à partir de là, c'est devenu un mot d'ordre. Un mot d'ordre, la formation pour tous ceux qui le souhaitent sur la base du volontariat. Et donc, il y a un 31 octobre 1982, après beaucoup d'actions, hein, après beaucoup de réunions, beaucoup de travail, les syndicats sont d'accord, pas d'accord, la CGT pas d'accord, mais bon, on a travaillé et on a présenté ça à Henri Krasuti, qui était secrétaire général de la CGT. Il a présenté ce travail au BIT. Le BIT, c'est le bureau de main-d'œuvre à Genève. Le BIT, c'est le bureau de l'Organisation internationale du travail. Voilà, c'est ça. Hein. Donc à Genève, ils ont présenté ce rapport qu'ils ont trouvé c'est très bien. Donc ils ont dit pourquoi les entreprises ne déclenchent pas de formation pour les ouvriers spécialisés qui le souhaitent. Et donc comme ça a été crédible, ça a été médiatisé, la CGT a fait aussi un cahier de revendications, on parlait, ça a été médiatisé, et puis on est devenu gênant pour Renault. Et qui c'est qui est gênant? Évidemment, c'est moi. Donc, si on dit, si on tire sur la tête un fusil à Mazouz, on le dégage. Là, c'est la première fois qu'ils t'ont viré? En 87. Alors, ils ont attendu l'arrêt de non, pas l'arrêt, le transfert de la Renault 4 en Slovénie pour dire, t'as plus de poste de travail, tu es en sureffectif. Donc, on a demandé ton licenciement. Et c'est de là que mes problèmes ont commencé avec Renault. Ils m'ont licencié une première fois, donc voilà, c'était terminé et tout, mais bon, j'ai fait un recours grâce à un copain, un syndicaliste de Force ouvrière, hein, qui m'a dit Aresti, toi tu as été licencié par l'inspecteur du travail, comme délégué syndical, non, comme délégué du CE, mais pas délégué syndical, parce que j'avais 2 mandats. Effectivement, c'est vrai. Donc il y a vice de forme dans la démarche de Renault. J'ai fait un recours, j'étais réintégré. Et ensuite, ils ont fait un recours. C'était Martine Aubry qui a confirmé la décision. Ils ont fait un recours après les changements politiques. Michel Giraud. Donc, en fait, 7 fois. 7 fois. 7 fois, tu as été viré, ils ont été obligés de te reprendre. De 87 à 94, j'étais réintégré. Et ils étaient contents quand tu as pris ta retraite il y a 1 an?
il y a depuis le mois d'août, ils ont tous fait la fête. D'ailleurs, il n'y a personne qui m'a appelé dans mon service à la direction commerciale pour dire à Reski, on boit un pot. Hein. Personne. Bon, alors, je travaille qu'avec... Oui, parce qu'ils t'avaient mis au placard. Tu as fini ta carrière, ils t'ont mis dans un endroit exprès pour que tu la fermes et tu n'as pas réussi. Non, ils n'ont pas réussi. Non, ils n'ont pas réussi. Et c'est vrai qu'après la casse de Billancourt, etc., bon, on n'a pas réussi à sauver Billancourt. Tous les syndicats, ils ont signé sauf la CGT, et on n'a pas mis tous les moyens qu'il faut pour se battre, pour sauver cette usine. Et donc moi j'étais malheureux parce que j'étais aussi à la seconde fédérale. J'étais voir Krasuki, j'ai dit Henri, je suis désolé, moi je suis dégoûté. Moi j'ai connu une CGT qui se bat, qui lutte pour l'industrie. On l'a modernisé, on a mis 5 milliards de francs dans la modernisation du Sonia. On a fait la voiture qui se vendait le plus en France et à un niveau de qualité qui dépasse Mercedes. C'est l'Express. Ah oui. Et donc on a une usine la plus moderne d'Europe. Et donc moi je me battais, mais va te battre avec tes copains de Sonia quand tu n'as pas calculé politique. Et donc je me suis retrouvé entre deux trucs, contre la CGT, contre la CFTT, et alors moi j'ai deux choses à demander. Il y a un moment où l'État français, ils ont même fait venir un marabout sénégalais pour dire... Non, mais, on parle de cette histoire sur les 10 000 francs. C'est un marabout. Vous savez l'histoire de retour au pays des travailleurs immigrés? Non, ils ne savent pas du tout ça. À l'époque de Guijoud. Guijoud, c'était la politique de retour des travailleurs immigrés, etc. Et donc pour les Algériens, ils disaient, vous allez développer le commerce ambulant. Donc vous avez une caprale, une camionnette, vous allez être heureux là-bas. Les Marocains, vous êtes spécialisés dans le commerce, etc., les supérates, etc., vous êtes heureux. Les Tunisiens, vous êtes spécialisés dans le hammam, les hammams, les douches, donc vous allez être heureux, etc. Et puis, ils ont fait engager un cabinet conseil, il s'appelle le cabinet Vidal, qui venait pour conseiller les gens de prendre, parce qu'il y a un pactole, enfin, oui, il y avait de l'argent, un pécule. Ils leur donnaient de l'argent pour partir, comme ça, après, ils ne vendraient plus leurs droits sociaux. Voilà, ils vendaient même leur tête dans des sujets. Et donc, ils disaient aux Sénégalais, on va vous apprendre à planter des oliviers au Sénégal. Et puis bon, comme ça, moi j'ai mené une bataille pour discréditer toute leur politique. C'était Alain Cadraon de Renault qui se battait, il me dit, est-ce qu'à chaque fois que je te croise, tu me fous tout en l'air. Puis je dis, à chaque fois que tu recommences, je te fous tout en l'air. Je rentrais dans les salons de mobilité à l'époque, ils mettaient comme ça, je foutais tout en l'air. Tout. Et ils ont engagé, comment ils ont fait? À l'époque, ça coûtait 700 000 francs. Je ne sais pas combien aujourd'hui en euros. 700 000 francs, ils ont été chercher le marabout le plus influent de Dakar. Et là, on est chez Renault, c'est dans le Canard enchaîné. Hein. J'ai toujours, avec mes copains sénégalais, Ibrahima, Samba India, beaucoup d'autres, Diara, Lassane et tout. Dans le Canard enchaîné, ils ont pris une satire, un grand noir costaud, ils l'ont enchaîné pour l'emmener au Sénégal pour planter des oliviers. Et en disant que le Manitou, là, il a jeté le mauvais sort sur les usines Renault, ils vont fermer, donc il vaut mieux prendre l'argent et partir de Renault. Donc là-dessus, moi j'ai foutu tout dire, hein. Bon, ça m'a coûté des choses, toute ma carrière, donc. Mais à chaque fois, je leur disais que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On était dans une usine modernisée, on avait 5 milliards de francs, on faisait l'Express à l'époque, qui était une voiture qui se vendait comme des pépins, on était au niveau de la qualité, parce que ça s'appelle la cuillère, hein, Action Renault Qualité, on était au-dessus de Mercedes. Donc les Express, jusqu'à maintenant, ça roule. Hein. Il y a des Express vitrés, il y a d'autres fermés, mais c'est une voiture magnifique. Tu as payé de ta carrière le fait que tu défendes les autres. Voilà. Tu n'as pas eu d'augmentation de salaire, tu as été mis au placard, toi tu as eu la totale. Est-ce que tu le regrettes ou est-ce que tu le referais? Non, mais non, moi surtout je ne regrette rien de ce que j'ai fait parce que je pense sincèrement au fond de moi-même, j'ai emmené un combat pour la justice sociale et contre toutes les formes de discrimination, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent. Donc, mon combat que j'ai mené, je n'en regrette pas. Aujourd'hui, il y a des écrits, je raconte un peu de trucs, mes enfants ils commencent à regarder aussi un peu de mon combat, etc. Parce que bon, je
je ne voulais pas les déranger quand ils faisaient des études. Hein. J'ai 4 enfants, hein. J'ai 2 filles et 2 garçons qui ont fait des études universitaires, tous les 4. Donc je ne voulais pas du tout à l'époque. Mais maintenant, ma fille, surtout la grande, là, bon, elle regarde. Elle regarde. Tu leur as pas raconté ton histoire en fait. Aujourd'hui, ils savent ton histoire? Ma fille, oui, un peu. Mais c'est marrant, il y a un paradoxe. Moi, personnellement, je parle plus avec mon petit-fils qui a 18 ans, là, de ce que j'ai fait, de ce qu'on fait, nous. Je parle ça avec mes enfants. Parce qu'étant petit, je voulais pas je voulais pas qu'ils se concentrent sur des études, je voulais pas qu'on fasse des OS, quoi. Et bien, avec mon petit-fils et ma petite-fille, là, de 14 ans, je parle beaucoup plus facilement. Mais donne-leur ça, tes enfants. Ouais, ouais. Le texte. Vas-y. Mais aussi, c'est comme avec vous quand vous envoyez votre fille pour parler avec elle. Oui, oui, mais c'est universel. Je pense que ce ressentiment, on l'a partout. Tu avais une question? Oui. Quand vous étiez jeune, vous avez eu des très bons amis et tout. Et quand vous êtes arrivé en France, il y en a qui ont réussi à venir avec vous. Aujourd'hui, vous avez toujours des contacts avec... Ah oui, j'ai toujours des bons amis qui sont restés au pays, bien sûr. Je me suis fait beaucoup d'amis ici, en France. Beaucoup d'amis. On a d'ailleurs des 58 nationalités, beaucoup d'amis françaises, avec qui on partage énormément de combats syndicaux, etc., contre les discriminations, contre le racisme, contre tous les gens qui sont indifférents, tout ça. Et avec vos familles, les Sénégalais et tout, ils vous ont raconté des choses que... Tout à fait. Aujourd'hui, j'ai des enregistrements, j'ai recueilli leur parcours. Parce qu'on est voilà, en 94, après, donc moi j'étais réintégré, 87 à 94, j'étais réintégré par le Conseil d'État. Quand j'étais réintégré, on m'a envoyé dans un secteur commercial, la direction commerciale France. Il n'y avait que des cadres, et moi qui travaillais toujours à la chaîne, et puis qui monte sur les bidons pour dénoncer l'injustice, les inégalités, etc. Donc on m'a envoyé, il dit voilà, tu es réintégré, mais tu vas travailler à la direction commerciale France, à la Boursidière, au lycée Robinson. Bon, j'arrive, le 12 juillet, j'arrive, je trouve Jean-Pierre André, qui était chef de service, je lui donne mon papier, il me dit oui, d'accord, il me dit mais qu'est-ce que vous savez faire? Je dis vous devrez le savoir parce que je suis rentré en chaîne, je suis sorti enchaîné toujours à la chaîne, quoi. J'ai rien fait d'autre que la chaîne. Il dit bon alors moi j'ai pas de travail pour vous ici, c'est un travail. Je dis écoutez, donc je retourne. Il me dit non, arrêtez, oh là là, le Conseil d'État il va nous tomber dessus, ça va être une catastrophe pour eux. Là je dis alors. Non, il me dit alors, il a appelé un gars dans la salle, on avait une grande salle comme ça de dessin de bâtiment. Hein. Il appelle Jean-Yves Renardet, il a dit Jean-Yves tu viens, il est venu, Jean-Yves, bon, c'est fait connaissance et tout. Il a dit tu vas essayer de montrer à Areski ce qu'on fait dans l'aménagement du réseau France. Donc c'est les implantations, agents, succursales, concessions, etc. On fait l'aménagement à l'intérieur des nouveaux postes de travail, etc. Et donc il dit, Jean-Yves était content, hein. Il dit, bah oui, parce que j'ai beaucoup de boulot, parce qu'il doit avoir toute la région de Bretagne, tout seul. Il était content, donc il commençait à former. Voilà, donc le plan, on aménage, on enlève un poste là, on le déplace là, ou on met des prises, il y avait l'informatique qui est arrivée, etc., etc. On intégrait tout dedans. Un jour, Jean-Yves m'a confié un plan, c'est dans le Val-de-Marne, il me dit, écoute, c'est un agent, tout petit, va c'est ce plan-là, essaye d'aménager le poste de peinture, la cabine de peinture, et puis un poste, un pont élévateur de... Bon, comme j'ai vu Jean-Yves travailler, c'est vrai, il m'a informé. Je l'ai fait le plan. Je l'ai fait. Jean-Pierre André qui était content. Ah, mais c'est magnifique ce que tu as fait. Et puis il a appelé Jean-Yves, il dit Jean-Yves, c'est formidable, Areski, allez viens, on va monter voir le directeur. On monte voir Loïc Capéran, qui était directeur commercial France. Et Jean-Pierre était fier de lui, Jean-Yves aussi, moi aussi, bien sûr. Et puis Jean-Pierre dit, écoute, voilà ce que j'ai fait de l'OS de l'île Seguin. Voilà le plan qu'il a fait. Et puis, qu'est-ce qu'il nous a répondu, Loïc Capéran? Il dit, vous savez, monsieur André, Areski, il est tellement formé qu'il est capable de tous vous déformer. Alors, on descend Jean-Pierre la tête. Il dit, mais
qu'est-ce que ça veut dire? Ils t'ont envoyé dans mon service pour te former, je te forme, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, un jour tu comprendras, bon, parce que mon engagement syndical, ils me le font payer. Là, ils me le font payer. Donc j'ai travaillé avec Jean-Yves jusqu'à sa retraite. Après, ils m'ont mis dans un placard en disant, toi, tu vas faire cette bricole chez tel agent. C'est un petit peu la signalétique. Et monter un drapeau Renault chez, ici ou ailleurs. Hein. Donc voilà, un peu de la logistique. Voilà. Donc, si tu avais un conseil à leur donner, ce serait quoi? Ah, moi, si j'ai un conseil à donner à tous ces jeunes qui m'ont écouté formidable, je vous remercie beaucoup. C'est vraiment le travail intellectuel, Et puis vous avez des professeurs formidables qui s'occupent de vous. Il faudrait que... Moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. J'ai toujours bien mes enfants comme ça. Hein. Voilà, même des fois, mais je dis, quand on a la chance d'aller à l'école de la République, parce que moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Quand on a la chance d'aller à l'école de la République, d'avoir des professeurs qui nous donnent de leur savoir, qui donnent de leur temps, qui nous forment pour devenir des cadres de demain, donc c'est vous les cadres de demain. Donc il faut travailler. C'est le travail qui récompense à la fin. Si on ne travaille pas, ça tombe bas du ciel. Ça tombe bas du ciel. C'est par le travail qu'on arrive à s'enrichir, et puis à s'enrichir mutuellement. Hein. Bien pour vous, pour la famille, pour l'entreprise pour laquelle vous allez travailler. Et c'est la fierté de vos professeurs qui vont voir l'élève qui dépasse le professeur. C'est quand même important. C'est formidable. Voilà ce que je peux dire. J'ai une question, vas-y. Vous avez une question? Non. Si vous avez des questions, allez-y, il reste 5 minutes pour Ayant porté l'école publique, vous êtes diplômé quand même? Non. Je n'ai pas fait d'école à part les pères de gens qui m'ont appris. Le reste, j'ai appris sur le champ avec mon engagement syndical. Donc j'ai appris beaucoup avec des gens comme Daniel Branchère, Roger Sylvain. Tu faisais les cours du soir? Henri Benoît, et beaucoup d'autres. Aujourd'hui, ils ont 88 ans. Hein. Georges Schmitt, qui est un polytechnicien. Et quand je lui parle, il m'écoute. J'ai appris énormément de choses avec ces copains-là. Et pourtant, ils sont dans un syndicat de 3e collège. Donc ils s'adressent aux ingénieurs et cadres, etc. Mais j'ai appris énormément avec ces gens-là. Et voilà, donc voilà, on donne de son temps, on travaille, on s'occupe, et puis franchement, bonne chance à tous. Merci. Merci. Vous avez des questions? On a 5 minutes. En tout cas, il lira vos lettres avec attention. Merci d'avance.